Voilà. Donc l'idée ici, c'était vraiment de pouvoir découvrir les types de personnalités et faire en sorte qu'on puisse, à la fin de ce webinaire, savoir en tout cas quel type de personnalité on a et surtout qu'est-ce que ça implique. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de dire, l'idée ce serait mieux de pouvoir suivre le webinaire sur un ordinateur, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez toujours le suivre sur un téléphone, mais il faudra veiller à ce que vous ne puissiez pas être dérangé par les notifications des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram et ainsi de suite. Alors, on va pas être lent pour ce soir, je pense qu'on va être assez rapide. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse toucher du doigt les types de personnalités et qu'on puisse apprendre à les analyser tous ensemble. Donc, je pense que j'ai plus à me présenter. Ceux qui sont sur le webinaire me connaissent déjà. Je suis Dédi Karambungu, médecin en formation, autodidacte en psychologie humaine. Je suis également conférencier et coach formateur. Je suis entrepreneur et fondateur de MindUp. Alors, le plan qu'on va suivre donc pour ce soir, ça sera un plan assez simple, assez court, qui ira assez vite. Et donc, ça nous permettra de balayer comme ça les types de personnalités. L'idée, c'est qu'on puisse faire moins de 30 minutes de présentation. J'espère vraiment que je pourrai le faire. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse être le plus court possible et que le webinaire puisse être vraiment le plus court possible. Donc, on va commencer déjà par une petite introduction et voir quelques fondements, quelques fondations en tout cas des bases de la personnalité. On va ensuite voir le module 1 avec les morphotypes et les essences. On va voir ensuite le profil de Vakov avec le modèle PNL, qui est un profil assez utilisé aujourd'hui pour l'analyse de personnalité. L'idée ici, en fait, c'est qu'on a voulu vraiment aller au fond des choses et proposer ce que moi j'utilise au quotidien pour pouvoir faire des analyses de personnalité et qui marchent et surtout qui donne une rigueur scientifique assez poussée. On a vraiment mis le paquet sur ça. On a vraiment mis le paquet sur ça. L'idée étant de vraiment aller au fond des choses et de donner vraiment la pertinence dans chaque type de personnalité qu'on va voir. Donc, les types sont très scientifiques. Alors très scientifiques. On a fait en sorte que ça puisse être très objectif et c'est un peu ça l'idée de MindUp Academy, d'aller vraiment au fond des choses et de donner la meilleure version en fait de la connaissance. Donc juste après ça, on va voir le module 3 qui sera un peu une synthèse et une intégration de tout ce qu'on aurait dit, vraiment de manière beaucoup plus globale. Donc sans plus tarder, on va commencer donc avec quelques fondations et la petite introduction. Alors, qui est-ce qu'on est réellement? Si on parle de type de personnalité, les types de personnalités sont beaucoup utilisés, hein, que ce soit en coaching, que ce soit en analyse de personnalité, que ce soit en entreprise, euh, dans le management ou même dans les ressources humaines. Les types de profils sont vraiment demandés et vraiment beaucoup utilisés. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre que ces types de profils sont assez bien structurés et posent des bases scientifiques qui sont quand même assez objectifs et on peut toujours les utiliser pour pouvoir donc comme ça améliorer que ce soit les interactions dans la vie de tous les jours avec nos proches, avec nos amis, avec les gens qui nous entourent ou que ce soit même pour mieux tout simplement nous connaître nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est déjà de se poser la question, qui suis-je réellement? On est tous différents et on joue tous à des niveaux différents, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, avec les parents, avec les enfants, on est tous quelqu'un. Et on est tous quelqu'un de différent par rapport à en face de qui on se trouve. Mais l'idée, c'est de savoir en fait qui est-ce qu'on est réellement derrière le masque qu'on montre. Et ici, l'idée, c'est de comprendre que la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais c'est vraiment la base d'une vie épanouie et authentique. À partir du moment où on se connaît réellement, on sait exactement euh, qui on est et on apprend à s'aimer. Je l'ai dit
Je le dis toujours lorsque je fais les webinaires sur l'estime de soi, je dis toujours que la première étape de l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. Et juste après la connaissance de soi, c'est l'amour de soi. Après avoir appris à savoir qui on est, on apprend à s'aimer. Et à partir du moment où on s'aime, on peut passer donc euh, à partir du moment où on s'aime, on peut passer donc à l'estime de soi. Donc, l'idée, c'est ici de pouvoir apprendre qui on est. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Pour ce soir, notre itinéraire serait assez simple. Donc, on va voir les fondamentaux avec comprendre la différence entre la nature et le caractère, parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. Ensuite, on va voir par 3 explorations exactement comment est-ce qu'on est constitué. La première exploration, ça sera donc les morphotypes. On va un peu voir, entre guillemets, la morphopsychologie, qui est très intéressant pour les gens qui analysent les personnalités et qui veulent aller un peu plus loin aussi dans l'analyse de leur propre personnalité. On va voir les bases de la morphopsychologie et c'est assez intéressant, on va le voir tout à l'heure. On va voir également donc l'énéagramme dans la deuxième exploration, qui sont les motivations profondes. On va aller un peu plus en détail sur l'énéagramme que d'habitude, parce que c'est pas la première fois que j'enseigne sur l'énéagramme, mais l'idée c'est qu'on puisse aller un peu plus loin pour que les gens puissent voir un peu plus en détail ce que c'est réellement. La troisième exploration, ça sera donc les modèles PNL Vakov, qui est un modèle de structuration du profil PNL, qui est également très intéressant et très important pour l'analyse de soi. J'aimerais dire d'entrée de jeu que dans cette présentation, il s'agit d'une restitution d'analyse de soi. Donc, ce n'est pas ici une présentation purement philosophique, mais il s'agit de présenter des outils concrets qui ont été validés scientifiquement et psychologiquement. Et surtout, il s'agit également d'une d'un enseignement à titre personnel, c'est-à-dire que c'est moi qui ai conçu l'enseignement pour pouvoir le donner. Donc non, il ne s'agit pas d'un protocole international, non, il ne s'agit pas d'un cours tout conçu, c'est plutôt un modèle d'analyse que je conçois et que j'utilise et que voilà, j'ai regroupé. Mais ce n'est pas du tout moi qui l'ai créé, c'est des outils qui existent, c'est scientifique, c'est juste que je les ai peut-être assemblés de telle sorte que ça puisse ressembler un peu plus à quelque chose de structuré, mais il ne s'agit pas voilà, d'une création pure et dure de Dedi Karam-Lungu, absolument pas. Donc, commençons déjà par la différence entre la nature et le caractère. La première chose à savoir, c'est que nous naissons tous avec une nature. Force est de constater que c'est vrai. Nous naissons tous avec une nature. Et plusieurs écoles de pensée sont nées par rapport à ça. D'autres pensent que... Il y a une école de pensée qui pense que nous sommes nés et ensuite, à la naissance, nous n'avons aucun caractère, nous n'avons aucune nature également, et que notre personnalité se développe donc comme ça par les expériences et l'environnement dans lequel on vit. C'est la première école de pensée. Et la science tend de plus en plus à démontrer que cette école de pensée a tout à fait tort. Même les bébés, c'est-à-dire que même les nouveau-nés, après quelques mois d'allaitement, présentent des caractéristiques complètement différentes par rapport à un bébé ou à un autre. Alors que parfois on a affaire à des jumeaux, on a affaire à deux enfants qui viennent de naître au même moment, mais ils présentent déjà des caractères qui sont complètement différents, déjà à cet âge-là et à ces mois-là. Ce qui prouve bien qu'on est tous avec une nature. Cette nature peut être influencée par les gènes, peut être influencée par les caractères génétiques donc des parents, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est avec une nature. Et le caractère également, on l'acquiert, c'est ce qu'on apprend donc après, par l'environnement où on grandit, par les expériences qu'on vit, et c'est ça qui forge notre caractère. Donc, ta personnalité est l'expression unique de deux composantes majeures, la nature et le caractère. La nature, c'est donc ton câblage d'origine. Je l'ai dit, c'est la génétique.
le fameux complexe de l'inné et de l'acquis. L'inné, c'est la nature, et l'acquis, ça va être le caractère. Et la nature, c'est le câblage d'origine, c'est l'essence, c'est l'inné. Et le caractère, c'est la construction de ce que tu vas être par les expériences que tu vas vivre, c'est ce que tu vas acquérir au fil du temps, et c'est comment est-ce que ces deux composantes vont s'unir qui va former ta personnalité. Et donc ta personnalité sera égale à ta nature et ton caractère. Nature et caractère. Maintenant, il y a une nuance entre les deux. Et cette nuance fait la différence entre celui qui analyse et celui qui s'analyse lui-même. Dans quel sens? Dans le sens qu'en fait, ce qui se passe, c'est que puisque ta nature est le code source, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est, même on est né avec une certaine génétique, une certaine prédisposition à faire certaines choses que forcément l'autre n'a pas, et l'autre également est né avec une prédisposition que nous forcément on n'a pas, d'accord? Donc l'inné présente des caractéristiques qu'on a dès la naissance. C'est la base génétique et biologique. C'est une base stable. Pourquoi on dit que c'est une base stable? Parce que c'est une base qu'on va garder jusqu'à notre mort. Parce qu'on ne change pas la constitution génétique ou biologique dans laquelle on est. On est comme ça et on va mourir avec cette constitution biologique parce que cette constitution biologique constitue la base de notre être. C'est le socle de qui tu es. Et on peut changer de caractère, mais certainement pas de nature, puisque cette nature constitue la base de qui on est. Alors, naturellement, puisque ça constitue notre code source, ça va avoir une très 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 forte congruence inconsciente. Donc ça va dicter nos réflexes, ça va dicter nos élans spontanés et ça va dicter également nos besoins fondamentaux. C'est-à-dire que on va avoir des prédispositions à faire des choses qui vont nous dépasser et qu'on ne comprendra pas juste parce que c'est notre nature intrinsèque. C'est notre code source, comme disent les informaticiens, c'est notre génétique, c'est notre biologie, on n'y peut rien. C'est ce qu'on appelle entre griffes le réglage par défaut. C'est comme ça qu'on vit au monde et il n'y a rien à faire avec ça. On verra un peu tout à l'heure plusieurs exemples par rapport à ça. Une personne peut être née avec des prédispositions complètement différentes d'une autre, c'est-à-dire que dans la famille, voilà, on est peut-être prédisposé à être, on va dire quoi, des hommes avec des métiers euh, kinesthésiques, plombier, menuisier et ainsi de suite. Et au fil du temps, la génétique, via la loi de l'épigénétique, va se développer. Et dans cette famille, on peut avoir un enfant qui va naître, qui va avoir des prédispositions à être plombier, menuisier, déjà à sa naissance. Il pleure, c'est un bébé, mais dans ses gènes, il a déjà ces prédispositions-là. Et même, il y a des enfants qui, à partir de 5 ans, vont commencer à construire des choses, vont commencer à assembler des outils. On ne comprend pas d'où est-ce qu'il tire cette intelligence, mais il est comme ça. Il va avoir également des traits génétiques de ses parents. On constate avec certains groupes de, de familles que papa était colérique, le grand-père était colérique, et le petit, déjà à 5 ans, est colérique. C'est une nature. C'est comme ça qu'il est. Et ça, on va dire que c'est une nature et c'est stable. Il va rester comme ça. C'est comme ça, tout simplement. On va avoir également des prédispositions génétiques comme quoi papa, maman ou je sais pas, le grand-parent avait un grand nombre de neurones, donc avec un quotient intellectuel plutôt élevé, on va avoir des enfants qui vont naître avec ce même quotient intellectuel. On va avoir papa, maman qui étaient des artistes, qui peut-être faisaient de la musique, on va avoir un enfant qui va naître avec une prédisposition à la musique déjà pendant qu'il est bébé. Il va être sensible à la musique, il va se calmer quand vous mettez de la musique, et ainsi de suite. Ça, c'est son code source. On n'y peut rien, il est comme ça, c'est génétique, c'est biologique, et c'est sa conception de base. Alors, le caractère, ça va être le logiciel qu'on va venir installer sur ce code source. C'est-à-dire que ça va être l'acquis. Cet enfant va grandir certainement dans un environnement. Il va avoir des amis, il va avoir des professeurs, il va avoir des sœurs, il va avoir des frères, il va avoir des cousins, il va avoir des tantes.
Il va voir papa faire des choses, il va voir maman faire des choses, il va voir les gens autour de lui faire des choses, et son éducation, ses valeurs vont se construire par rapport à ça. Donc, l'acquis se construit par l'éducation, par la culture, par les expériences, les joies, les traumatismes, tout ce qu'il va vivre pendant sa vie va construire le logiciel, et c'est ça le caractère. Et le caractère n'est pas stable. Non, le caractère est adaptatif. Il se modèle pour répondre aux exigences de l'environnement dans lequel il évolue. Donc oui, on peut changer de caractère. Quelqu'un qui a un caractère, on va dire entre guillemets, un mauvais caractère, comme on dit souvent des caractères de cochon, ça se change. Donc oui, on peut avoir un caractère aujourd'hui et demain changer. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les caractères sont toujours, on va le voir tout à l'heure, comme je le disais, une manière de répondre à l'exigence du monde qui nous entoure. Si un pauvre enfant qui est né avec des prédispositions de chanteur, on va dire que son papa était musicien, sa maman était musicienne, et ainsi de suite, et voilà, le papa qui est musicien veut bien que son enfant puisse faire médecine, l'envoie faire médecine, croyez-moi, même en faisant médecine, il aura toujours envie de faire musique. Et ça se peut même qu'il y ait un conflit d'intérêts entre lui et son père, juste parce qu'il veut comme ça arriver à faire médecine. Mais arriver à faire sa carrière musicale. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui iront avec ça. C'est d'ailleurs l'objectif du webinaire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'intriquer et qui fera que ça peut entraîner même des conflits plus tard avec les parents. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'acquisition des caractères est consciente. D'accord? Ce sont vos habitudes. Et les caractères, justement, c'est un ensemble d'habitudes. C'est un codage, on va dire, d'un logiciel. C'est la manière dont vous réagissez aux stimuli extérieurs. Et c'est également vos valeurs apprises. C'est la stratégie de la défense que vous avez développée par rapport à certaines choses que vous avez vues dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, c'est, on va dire, l'ensemble, entre griffes, des mises à jour de ta personnalité. Donc, il est possible que le caractère que tu as maintenant, tu ne puisses pas l'avoir demain. Que tu ne puisses pas l'avoir dans les mois qui suivent et que tu ne puisses pas l'avoir dans les années qui suivent. Et ça, c'est le caractère adaptatif et dynamique de la personnalité. C'est pourquoi on dit que les gens changent. Effectivement, les gens changent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un paradoxe avec le caractère et la nature. Un paradoxe qui est assez important, c'est que, en fait, le caractère est souvent une stratégie pour s'adapter ou se protéger. On va avoir un enfant qui va grandir dans un environnement où on l'insulte souvent, alors que c'est quelqu'un d'assez sensible. Il va avoir mal, jusqu'à ce qu'il va développer un certain caractère où il va se détacher complètement de ce que les gens disent de lui. Ça va faire de lui quelqu'un d'antipathique, en tout cas en apparence, mais au fond, sa nature n'a pas pour autant changé. C'est toujours quelqu'un d'extrêmement sensible, et c'est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible qu'il a adopté un caractère d'antipathique, un caractère d'insensibilité pour pouvoir se protéger. Il peut parfois entrer en conflit avec notre nature profonde ou même la cacher. C'est effectivement ça. Le caractère peut absolument entrer en conflit avec notre nature profonde ou même la cacher. Et la vérité, c'est qu'en fait, la plupart des personnes qu'on voit afficher un caractère ont souvent l'inverse de ce caractère comme nature. Et donc, une nature créative et spontanée, vraiment innée, peut développer un caractère rigide et organisé. Tout simplement pour répondre aux exigences d'un travail ou aux exigences de la société dans laquelle il évolue. Et ce conflit peut être une source majeure de stress et de mal-être qui peut constituer parfois des problèmes avec soi-même et avec une dissonance cognitive et peut faire en sorte que la personne ne puisse pas être à l'aise dans sa peau et à l'aise dans ce qu'il fait. Le but de ce webinaire, c'est de pouvoir faire en sorte d'aligner les deux. Donc, une nature peut être complètement différente d'un caractère
en fonction de comment est-ce que le caractère est réorganisé par la personne. Maintenant qu'on a vu la différence entre une nature et un caractère, l'idée c'est maintenant qu'on puisse faire les différentes explorations dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir voir en détail quels sont les différents paramètres qui peuvent constituer la personnalité. Comme je l'ai dit au début du webinaire, l'idée ce n'est pas qu'on puisse voir tous les types d'analyse de personnalité, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et on ne va pas tous les citer. J'ai privilégié ceux qui sont les plus objectifs et les plus scientifiques, les plus démontrables et en tout cas les plus fiables. Donc ici, l'objectif avec nous, c'est de pouvoir voir ces différentes explorations et que je puisse vous montrer comment est-ce que vous pouvez identifier votre type de personnalité et comment est-ce que vous pouvez identifier le type de personnalité d'un individu lambda. Commençons avec les morphotypes. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler des morphotypes, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez me dire si une fois vous avez déjà entendu parler des morphotypes. Au choix, hein, vous pouvez écrire dans la barre de commentaires, dans la barre de discussion, ou tout simplement activer votre micro pour dire est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des morphotypes? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des morphotypes? Morphotypes qui sont aussi une belle base hein, d'analyse de personnalité. Non, personne? Personne apparemment. Je vois des pouces inversés. Ok, je comprends. On va aller avec les morphotypes. Alors, ici, avec les morphotypes, l'idée, c'est de comprendre qu'ils sont basés sur des travaux d'un médecin, d'un docteur qu'on appelait William Sheldon, qui est un psychologue américain qui a fait un postulat assez intéressant. Son postulat dit qu'il existe une corrélation entre notre forme corporelle et nos tendances comportementales de base. Postulat assez bizarre, il faut quand même l'avouer. Alors, dites-moi déjà, est-ce que vous trouvez que c'est bizarre comme moi? Parce que pour la première fois que moi j'ai vu le postulat, il m'a semblé quand même assez bizarre. Comment est-ce qu'il peut avoir une corrélation entre notre forme corporelle et notre psychologie? Est-ce que vous pensez déjà que ce soit possible que notre forme corporelle puisse dégager comme ça une certaine psychologie euh, de qui on est? Moi, je trouve que c'est normal. Ah, ok, d'accord. Pourquoi tu trouves que c'est normal? Comment dire? Normal parce que, je vais aller un peu loin, on a une âme et on a un esprit qui communient ensemble. Ok, Et le résultat de ça, c'est un corps. Le corps peut mentir tout comme il peut dire la vérité. C'est soit il va s'aligner avec le résultat de l'esprit et de l'âme, soit il va faire l'inverse. Donc moi, je pense que c'est ok, tout à fait normal. ok, ok. Ce que tu dis est très intéressant, très intéressant. J'ai eu à faire quelques recherches dessus. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une intrication tellement parfaite entre le corps, l'esprit et l'âme qu'en fait, en vérité, ce qui est vrai, c'est que on est un tout assez magnifique et nos réactions en tant que telles sont vraiment un alignement de ce que vaut notre âme, de ce que comprend notre esprit et de ce que fait notre corps. Alors,
ici, l'idée et le postulat de Dr. William, c'est de comprendre que à la 3e semaine, et là j'explique, je pense que c'est la partie la plus importante donc des morphotypes. Ce que je vais expliquer là, ça va être assez court, mais si ça passe pas, le reste ça passera pas non plus. Donc en fait, c'est un médecin, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a étudié une matière en médecine qu'on appelle l'embryologie. Alors, l'embryologie, c'est donc la formation ou la néoformation du nouveau-né dans la matrice de sa maman. La formation du nouveau-né dans le ventre de sa maman. Et il a objectivé que donc, pendant cette période de formation du nouveau-né, il y avait 3 feuillets qui géraient donc la constitution des organes futurs de cet enfant, ces feuillets s'appelant l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Alors, il se trouve que Dr. William Sheldon a objectivé que, c'est scientifique, c'est vrai, d'accord, l'endoderme va finir par donner, on va dire, tout ce qui est glande, tout ce qui est système digestif, et ainsi de suite. Le mésoderme va être ce feuillet-là qui va donner donc plus tard chez notre enfant les muscles et les os, et l'ectoderme va donc donner le système nerveux et la peau. Alors, William Sheldon a objectivé également que, du coup, quand les feuillets se forment, ou quand les feuillets donnent la morphologie future de cet enfant, plus tard, il y a une disposition en escalier de ces feuillets-là. C'est-à-dire, l'enfant va avoir toujours un feuillet qui va se développer plus que les 2 autres, parmi les 3 feuillets. Soit, ça sera l'endoderme qui va se développer en dessous de l'ectoderme et du mésoderme, soit ça sera le mésoderme qui va se développer au-dessus de l'endoderme et de l'ectoderme. Et donc, ça va donner une morphologie qui sera propre au futur enfant. Alors, je vous invite à voir cette image que j'ai mise, où on peut voir la constitution de ces feuillets plus tard chez notre futur enfant. Ici, ce qu'on a, c'est quoi? C'est que on a d'abord les ectomorphes, ici, l'ectomorphisme, comme on appelle ça, ici les endomorphes et ici les mésomorphes. Alors, comment ils sont constitués? Laissez-moi un peu vous expliquer brièvement comment ils sont constitués. Commençons avec les ectomorphes, nos amis qui sont ici élancés et assez minces. Alors, les ectomorphes, ça va être donc comme ça des gens qui vont avoir un métabolisme extrêmement rapide. C'est des gens qui brûlent les calories tellement vite qu'ils n'ont pas la possibilité, le corps n'a pas le temps d'encaisser, d'emmagasiner de la graisse. Et ce sont des gens qui peuvent manger, mais jamais grossir. Parce que le métabolisme est tellement rapide qu'ils n'ont pas la possibilité, le temps d'emmagasiner de la graisse. Alors, ces ectomorphes, d'après M. William Sheldon, vont être en fait ces personnes-là qui ont eu le feuillet ectoderme développé plus que les 2 autres. Donc, vont avoir un système nerveux très développé. Ça va être des gens qui vont être assez cérébrales, toujours dans la tête, avec un monde interne très développé. Ça va être également des gens qui vont avoir donc une très grande aptitude mentale, oui, et aussi des gens qui vont avoir une disposition, on va dire, sensitive de la peau assez particulière. Ça va être soit des gens qui vont être très sensibles à la peau, soit des gens qui vont être pas très sensibles, mais en tout cas une disposition particulière à la peau. Parce que l'ectoderme gère donc comme ça le système nerveux et la peau. Et donc, ces personnes-là, d'après M. William Sheldon, on le verra tout à l'heure, vont avoir une prédisposition mentale et psychologique propre à eux. Ensuite viendra les endodermes, les endomorphes, excusez-moi, qui vont être des personnes assez rondes, oui, qui vont emmagasiner de la graisse assez facilement,
parce qu'ils vont avoir un métabolisme très très long. Ça va être des gens au moindre, c'est-à-dire à la moindre chose qu'ils vont manger, vont prendre du poids de manière très facile et vont perdre du poids seulement parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ont des problèmes ou parce qu'ils font du sport ou ainsi de suite. Mais ça va être des gens avec une morphologie assez ronde et qui vont avoir aussi un système glandulaire très développé. Donc, des gens qui vont être beaucoup dans le ressenti plutôt que dans l'analyse. Et c'est assez subjectif, mais d'après M. William Sheldon, ça va être des gens avec cette prédisposition de nature. Ensuite, on va avoir des mésomorphes, ceux-là qui vont avoir donc une musculature assez développée, même quand ils ne font pas de sport, et un système osseux assez développé également, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Ça va être des gens qui vont être très sportifs, qui vont être assez motivés, assez, on va dire, assez actifs dans la vie de tous les jours. Et ça va être également des gens avec un certain type de psychologie, on va le voir tout à l'heure. Ici, c'est donc les bases du postulat de Dr. William Sheldon. Voyons ensemble, donc là j'ai mis une certaine image de reconnaissance, donc comme ça des ectomorphes, mésomorphes et endomorphes chez les femmes. C'est un peu comme ça que ça se présente, même si c'est pas trop ça et que c'est plus compliqué, que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est déjà une bonne base d'analyse de personnalité. Donc voyons un peu maintenant, feuillet par feuillet, comment se présentent les types donc de morphotypes et la psychologie qui va avec. Commençons avec les endomorphes, nos chers amis les endomorphes. Souvenez-vous, endomorphes, mésomorphes, ectomorphes. Nos chers amis les endomorphes vont avoir un physique et une silhouette assez ronde, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un dos assez rond, les épaules assez rondes, et une ossature large, c'est-à-dire que ça va être des gens assez présents, assez doux à la vue, et ils vont avoir une tendance facile à stocker de la graisse. Très facile. Alors, ils vont être psychologiquement, par nature, assez orientés vers le confort, vers le plaisir, vers une certaine sociabilité. Ils vont être naturellement détendus, parfois naturellement stressés, mais souvent, très souvent, naturellement détendus, et vont avoir une certaine tendance à connecter facilement avec les autres et à aimer les autres. Ils vont être très sociables, très ouverts, très à l'écoute. Et surtout, puisque je l'ai dit, hein, ça va être l'endoderme était ce feuillet-là qui gérait donc comme ça les glandes et le système digestif. Donc ils vont avoir aussi une tendance à, on va dire entre guillemets, je ne sais pas quel mot utiliser, mais rendre psychologique tout ce qui est de nature gastronomique. Ça veut dire que ça va être des gens qui vont avoir, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, mais un axe cerveau-ventre qui est très connecté. Ça veut dire que c'est des gens, quand ils ont faim, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Ça veut dire qu'ils ne supportent pas. Ils vont être vraiment dérangés. Et quand ils mangent, ils vont être heureux. Mais littéralement. Ça veut dire qu'ils ne font pas semblant. Ils sont vraiment heureux quand ils mangent. En tout cas, beaucoup plus que la moyenne. Ils vont être vraiment comme ça. Et leur mot-clé, ça va être la convivialité. Et ce que je vous dis, c'est pas de la philosophie, c'est vraiment scientifique. Peut-être lors de la phase des questions-réponses, si vous posez des questions par rapport à ça, je pourrais rentrer dans la technique pour vous expliquer comment c'est possible. Mais c'est vraiment scientifique, c'est prouvé et c'est prouvable, c'est démontrable, ou je sais pas si le mot existe, mais c'est vraiment justifiable. D'accord? Et leur mot-clé va être la convivialité, la tolérance, la recherche perpétuelle de bien-être, d'accord? Et une certaine nature d'épicurien. Épicurien, ça va être quelqu'un qui aime le plaisir, le confort, être bien dans sa peau, être confortable, être à l'aise, être vraiment, avoir une posture vraiment de quelqu'un qui est posé, d'accord? Et leur besoin fondamental, ça va être l'harmonie, la sécurité émotionnelle et la sécurité sociale. Voilà pour les endomorphes. Je ne sais pas si c'est quand même un peu technique, je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Dites-moi si tout est OK, si je me suis fait comprendre, si je peux passer, s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon pour moi. OK. Alors, après les endomorphes, on va voir nos amis les mésomorphes, qui sont aussi assez particuliers dans leur genre. J'ai dit donc que le mésoderme, c'était ce feuillet-là qui va développer plus tard les os et les muscles chez ces personnes. Donc ça va être des personnes qui vont avoir donc, comme ça euh, une ossature assez, assez développée, d'accord, une musculature également assez développée, des épaules larges. C'est des gens qui ne font pas semblant vraiment, qui ne font pas exprès pour avoir des muscles. Ils vont être comme ça, il suffit d'aller à la salle une fois, deux fois. Ça va très vite, les muscles se développent très vite. Ils vont avoir une silhouette en V, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment être des gens avec une musculature ancrée, c'est-à-dire que ça se voit à l'œil nu. Pas besoin qu'on puisse vous le dire. Et ça, ils vont être des gens assez athlétiques, avec un charisme de base déjà développé. Ils ne vont pas avoir besoin de doucher les épaules, de bomber leur poitrine et de faire tout ce qu'on fait d'habitude pour avoir du charisme, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça de base. Ça va être les mésomorphes. Et ils vont être aussi donc des gens en psychologie de nature orientés vers l'action. Des gens très pragmatiques. Ils sont dans le on fait. On ne dit pas on fait. Ils vont être orientés vers l'action. Ils vont également être des gens avec un sens du défi, toujours perpétuel. Ils vont vouloir se dépasser, vouloir aller un peu plus loin, vouloir faire les choses comme il faut, et surtout vouloir faire, parce que c'est vraiment ce qui les caractérise, faire, parce qu'ils débordent d'énergie, faire. Ils vont être aussi dans l'affirmation de soi, avoir souvent une bonne estime d'eux-mêmes, une bonne estime de ce qu'ils sont, souvent parce que leur carrure externe est déjà assez développée et assez on va dire, assez convoitable, entre guillemets. Ça va être des gens souvent courageux, très compétitifs, et qui vont aimer prendre les risques parce qu'ils sont naturellement, comme je l'ai dit, énergétiques. Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de, d'énergie à donner. Et là encore, c'est très scientifique, on pourra rentrer en profondeur, mais j'ai pas envie d'entrer dans des termes trop techniques, c'est pas intéressant. Surtout qu'il y a des gens qui font pas forcément, qui sont pas forcément du monde de la santé. Et leur mot-clé, ça sera l'action, le dynamisme, l'aventure, le leadership, et leur besoin fondamental sera l'impact et la réalisation. Mais souvent, l'action et le dynamisme. Donc voilà pour les mésomorphes. Ensuite, il y a nos chers amis, les ectomorphes. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent bien, je suis plutôt ectomorphe, d'accord? C'est mon type à moi. Ça va être, comme j'ai dit, des gens qui vont avoir un métabolisme très rapide, des gens comme nous qui mangeons, mais qui ne grossissons jamais. Ils vont avoir une silhouette fine, élancée, avec des membres assez lents. Ils vont avoir une ossature fine également, peu de graisse, très très peu de graisse, souvent, même quand ils font du sport, même quand ils mangent beaucoup, même quand ils mangent gras, ils ont quand même peu de graisse. Même quand ils boivent beaucoup d'eau, ils ont quand même peu de graisse. D'expérience, ce genre de personnes ne prennent du poids que quand ils sont plutôt dans une posture assez, voilà, bien et qu'ils ne stressent pas beaucoup. À savoir aussi que, toujours d'après le docteur William Sheldon, les profils morphologiques peuvent évoluer. C'est-à-dire dans la manifestation embryonnaire, plus tard, l'enfant peut être ectomorphe, et plus tard, suite à divers changements biologiques, il peut switcher vers un mésomorphe ou peut-être même devenir endomorphe. C'est possible. Alors, ici, avec les ectomorphes, d'accord, l'idée, c'est de comprendre qu'ils sont plus orientés réflexion. Souvenez-vous, l'ectoderme, c'est le feuillet qui gérait le système nerveux et la peau. Donc, ils vont être orientés vers la réflexion, et aussi l'ectoderme, et également c'est ce feuillet qui va être orienté vers les organes de sens. Donc la vue, le toucher, et ainsi de suite, l'ouïe, l'odorat,
le goût et ainsi de suite. Donc, ils vont être orientés vers la réflexion et les organes de sens. Ils vont être orientés également vers l'analyse, tout ce qui est cérébral, la vie intérieure. Ils vont être naturellement introvertis, sensibles souvent, et très cérébral, avec un besoin de solitude souvent ancré pour se ressourcer, pour être eux-mêmes, pour analyser, pour observer, et ainsi de suite. A l'inverse, en fonction du caractère qui va se développer avec eux, ils peuvent être également des gens assez extravertis, d'accord, mais qui vont toujours être cérébrales, ce sont des gens qui vont avoir 1000 idées à l'heure, 1000 pensées à l'heure, qui vont pas pouvoir condenser leur cerveau, mais qui seront souvent dans cette posture-là. Et leur mot-clé, ça sera naturellement la réflexion, la sensibilité, l'introspection et souvent la discrétion, mais en fonction du caractère qu'ils ont développé. Et leur besoin fondamental, ça sera la compréhension et l'espace personnel. Oui, très bizarrement, les personnes qui sont des ectomorphes vont avoir un besoin d'espace personnel. Ils vont vous dire, oui, j'ai besoin de mon espace. Ouais, c'est comme ça. Alors, voici un peu donc pour les morphotypes. Comment est-ce qu'ils sont constitués et comment est-ce qu'ils dégagent, donc comme ça, un profil psychologique déjà de base, basé sur une certaine nature. D'accord? Alors, est-ce que jusque-là on est bon, jusque-là il n'y a pas de question, et est-ce que jusque-là quelqu'un a pu essayer de déterminer quelle est la morphologie qu'il a, en tout cas la morphologie qui s'est développée le plus chez lui. Jusqu'ici, est-ce qu'on est bon? Pour moi, ça me va. Je suis très... Pardon. Je me suis retrouvée dans le profil endomorphe. Oui, je te confirme, effectivement, oui. Te connaissant, C'est très Gracia, je sais que intéressant. tu es endomorphe. C'est très intéressant. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, question, avis, je sais pas, avant qu'on puisse passer? Bien, donc, voilà, pour résumer donc ce que je disais jusque-là, je disais que on a vu déjà tout à l'heure la différence entre la nature et le caractère, d'accord? On va dire que la nature, ça va être vraiment ce qui est inné. J'ai dit que c'était génétique, c'était biologique. Là, du coup, avec les morphotypes, on voit vraiment que c'est biologique, d'accord? Et il y a également naturellement un facteur génétique qui vient avec les types de personnalité. Mais là, déjà, on a vu que c'est un grand facteur biologique et c'est une nature. Donc, c'est indépendamment de ce que vous développez plus tard comme caractère, mais c'est vraiment une nature intrinsèque. Et l'idée, c'est d'être aligné avec ça. Donc, on a vu les morphotypes. Maintenant, passons à la deuxième étape qui va être les types de personnalité. Ici, je pense que je vais aller assez vite parce que j'ai déjà eu à enseigner plusieurs fois sur l'énéagramme, même si je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur là. Je vais faire en sorte de le simplifier un peu plus, mais je pense que j'ai assez étudié sur l'énéagramme plusieurs fois. Et d'ailleurs, euh, le webinaire est enregistré, je vais balancer ça ensuite sur le YouTube de Mind Up Academy et il sera disponible là-bas. Donc, toujours dans le sens biologique et génétique, on est en train d'essayer de déterminer les natures. Et donc, parmi les natures, il y a également l'énéagramme. L'énéagramme est une des méthodes utilisées pour pouvoir déterminer donc comme ça les types de nature qui existent. Il y a plusieurs écoles sur l'énéagramme. Une école qui dit que l'énéagramme sera plutôt des caractères acquis et une autre école qui dit que l'énéagramme sera plutôt des types de nature ancrés en nous. Je suis de la première école, je pense que ce sont des types de nature ancrés en nous et c'est ce que j'ai toujours enseigné, que ce sont des types de nature qui naissent avec nous. Et c'est ce que je défends, j'ai des arguments pour ça. On ne va pas rentrer dans un débat, mais c'est ce que j'enseigne. Mais si vous pensez que c'est des caractères qu'on acquiert par notre vie, soit, euh, le débat est complètement ouvert, mais l'idée ici c'est de comprendre que dans tous les cas, c'est ce qui nous caractérise et l'idée c'est de rentrer en relation avec tout notre être pour pouvoir sortir en fait tous nos traits de personnalité.
L'énéagramme est donc un ancien système et un puissant système décrivant 9 visions du monde et 9 stratégies pour y faire face. L'énéagramme ne décrit pas seulement ce que tu fais, mais il décrit la motivation profonde que tu as à faire ce que tu fais. Et chaque type est défini par une peur fondamentale et un désir fondamental. C'est très important à retenir, chaque type est défini par une peur fondamentale et un désir fondamental. Et l'idée, c'est de pouvoir découvrir le type qui ressort le plus chez la personne que nous sommes. Donc très rapidement, je vais faire un tour rapide de l'énéagramme. Donc c'est comme ça que se présente l'énéagramme. Je sais que c'est assez technique, mais finalement c'est assez technique parce que en faisant ce webinaire, je me disais que ça va être très simple, mais là, voilà, je vois que c'est assez technique, surtout avec les morphotypes. Et là encore, c'est assez technique. Ici, avec l'énéagramme, donc c'est 9 types de personnalités présentés comme ça autour d'un cercle, et donc c'est 9 visions du monde avec des peurs et des motivations profondes. On a le 1 qui est donc le perfectionniste, qui a une seule envie, ça va être irréprochable dans toutes ses actions. Donc c'est le genre d'ami vraiment qui est vraiment carré sur les règles, tout ce qu'il fait doit être bon, il est le genre à vraiment se lever pour aller arranger juste voilà, une petite chaise qui est un peu déplacée là-bas et puis revenir s'asseoir. Et quand vous lui posez la question, il va vous dire ça me dérangeait. Le 2, ça va être l'altruiste, c'est celui qui veut toujours aider, il va être vraiment dans le besoin de servir les autres, il va se sentir bien quand il donne, et le risque chez lui, c'est souvent de donner jusqu'à s'oublier, d'accord. euh, Ensuite, le 3, ça va être le bâton. Il va être obsédé par l'envie de réussir. Il va être à la recherche perpétuelle de challenges, d'opportunités pour pouvoir se dépasser. Le 4, ça va être le romantique, avec une sensibilité très accrue. Ça va être quelqu'un qui, on l'appelle aussi l'artiste, quelqu'un qui, quand il est triste, il est très triste. Et quelqu'un, quand il est content, il est extrêmement content. Il va avoir une sensibilité, comme on dit, à fleur de peau. D'accord. C'est quelqu'un à admirer le lever du jour, à aimer ça, à écrire des poésies, à admirer les peintures. Voilà, c'est le genre de personne. Le 5, ça va être donc l'observateur. Sa passion va être d'apprendre, d'analyser, de comprendre le monde autour de lui. Ça va être quelqu'un de très curieux, de très calme. On l'appelle aussi l'observateur. C'est celui qui va rester pour... C'est le genre d'ami qui ne parle jamais, mais qui connaît tout ce qui se passe autour de lui. C'est le genre de personne qui ne parle pas, mais qui a une très grande et une très bonne analyse de la plupart des choses que vous faites. Et le 6, ça va être le loyal, celui qui est vraiment défini par l'envie profonde d'être dans un groupe. C'est le genre d'ami qui ne va jamais à Auchan seul, il va jamais se balader seul. S'il te plaît, accompagne-moi. Il peut pas être seul, il peut pas vivre seul. Voilà, il veut constamment être entouré. Et vraiment, il se définit dans le groupe et il se définit dans un groupe. Dont il a besoin en fait de ça pour pouvoir. C'est inconscient, hein, conceptualiser sa vie et la manière dont il évolue. Donc il est d'une fidélité complètement absolue, il est très loyal et il a besoin souvent de reconnaissance. C'est le genre de personne qui va prendre l'avis de tout le monde avant de vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, il va être influencé également par ce que les gens vont dire de lui. Il y a l'épicurien également qui va être le 7. Donc lui, il est dans une recherche perpétuelle de plaisir, toujours optimiste, joyeux, il vit l'instant présent, il va aimer vraiment sauter sur des flaques d'eau en laissant couler derrière lui. C'est vraiment quelqu'un qui va être à la recherche perpétuelle de plaisir, de confort, et ainsi de suite. Donc le 8, ça va être le leader, le chef, celui qui va avoir un sens profond de la justice, défendre les causes. Voilà, ça va être comme moi quelqu'un, c'est l'ami quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il vous donne des ordres. Il va être vraiment dans une posture de leader naturel, c'est inconscient, il s'en est comme ça. Euh, il va être fort, infaillible, avec un tempérament de leader. Ensuite, il y a le médiateur qu'on appelle encore le pacifiste, qui va être calme, assez facile à vivre. Il déteste le conflit. Ça va être la personne vraiment qui, quand vous êtes en train de démarrer un conflit devant lui, il va vous dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et quand vous insistez, il va même partir juste pour ne pas voir le conflit. Il est mal à l'aise à l'idée de voir les gens qui sont en plein conflit devant lui. Il déteste le manque d'harmonie. Il déteste quand les gens se prennent la tête. Et c'est vraiment ce qui le caractérise, le 9. Donc voilà un peu la mosaïque de l'énéagramme. Comment est-ce que l'énéagramme, très simplement présenté, se présente. D'accord. Maintenant,
c'est la première fois que je le fais. J'ai classé donc les 9 types de l'énéagramme en centre instinctif. Donc, en centre, on va dire instinctif, émotionnel et mental, parce que l'idée c'est de pouvoir comprendre en fait que l'énéagramme est aussi une sorte de carte qui vous aide, d'accord, à pouvoir comprendre comment vous fonctionnez. Le centre instinctif, déjà quant à lui, le centre instinctif, déjà quant à lui, va être donc ce centre du pouvoir et du contrôle. Ça va englober donc trois types de personnalités, le 8, le 9 et le 1. Le 8, ça sera donc le leader, le chef. Son désir à lui, c'est d'être maître de sa vie et surtout de pouvoir être comme ça le lead des autres, le leader, d'accord. Sa peur, ça va être la peur d'être contrôlé, d'être dans un système, d'être vraiment. Il n'arrive pas à subir les ordres et à rester. Non, non, non. Lui, il doit donner des ordres. C'est comme ça qu'il est constitué. Et si vous êtes comme ça ne veut pas dire, si tu es comme ça ne veut pas dire que tu es anormal. C'est comme ça que tu vibres, tout simplement. Alors l'accepter, alors l'imprégner et continuer dans ce sens. Il faut tout simplement pouvoir accepter que les autres sont différents, ne perçoivent pas les choses de la même manière que toi. C'est l'idée aussi avec l'énéagramme. Et que donc tu dois prendre les gens en fonction de comment ils se présentent. Le type 9 également va être dans le centre instinctif, ça va être des gens qui vont agir par l'instinct. Ça va être le médiateur, le pacifiste. Il agit également par instinct. Il va avoir un fort désir de paix intérieure et extérieure. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a peur du conflit, il est paisible, d'accord, et très accommodant. C'est aussi un centre instinctif. Et le troisième centre instinctif va être le perfectionniste. Et quand je dis centre instinctif, ça veut dire que c'est un instinct chez eux. Ils font pas semblant. C'est comme ça qu'ils sont. Que ce soit le leader, que ce soit le médiateur ou le perfectionniste, c'est vraiment instinctif chez eux, d'accord. Le perfectionniste, donc, son désir, c'est d'être bon, c'est d'être intégré, c'est d'être perçu comme quelqu'un qui est éthique, quelqu'un qui fait les choses bien et quelqu'un qui réussit ce qu'il fait, surtout quelqu'un qui est dans les règles, d'accord. Et sa peur va être d'être mauvais ou d'être corrompu, d'être pas éthique du tout. Et ce sont des genres de personnes qui vont être très consciencieux et très organisés. Donc ça, ce sont les centres instinctifs. Il va avoir ensuite des centres émotionnels. Oui, les centres émotionnels de l'énéagramme vont donc être le 2, le 3 et le 4. Donc le 2, ça va être donc l'aidant, l'altruiste, celui qui vraiment vit aux dépens de l'aide qu'il apporte aux autres. Il aime se sentir utile, il aime savoir que sa présence voilà, est importante, il aime donner jusqu'à s'oublier, donner, donner, donner. Donc son désir, c'est d'être aimé et apprécié. C'est vraiment le genre d'ami qui va te dire, euh, donc moi je fais tout ça pour toi, et toi tu n'es pas capable de voir que j'ai fait ça pour toi, parce que voilà, il donne et il donne jusqu'à s'oublier. Donc son désir, c'est d'être aimé, en tout cas comme lui il aime, ce qui est souvent très difficile, parce que c'est ce genre de personnes, ils aiment en général beaucoup plus que les personnes à qui ils donnent aiment. Et chez eux, l'amour se traduit par le don de ce qu'ils donnent en termes d'action, en termes de, de, euh, de, de, de récompense ou en termes d'objets ou d'outils, et même en termes de don de soi. Hein. Donc leur peur, ça va être de ne pas être désirés. Donc ils vont avoir peur qu'on ne puisse pas les aimer comme eux, ils aiment les gens autour d'eux. Et ça va être très difficile à vivre. C'est un type qui est vraiment très émotionnel, comme je le dis. Les trois centres sont des centres émotionnels. Le 3 également, oui, c'est très important, surtout avec le 3, de comprendre que ce sont des gens émotionnels, des gens qui sont des bâtons, vraiment toujours dans une recherche perpétuelle de stimulation, mais pas de stimulation comme le 7. Ça va être des stimulations en termes de défis, parce qu'ils veulent vraiment se surpasser, ils veulent montrer qu'ils sont ces genres d'amis. Si tu lui dis de faire quelque chose et qu'il refuse, tu lui dis ah donc tu n'es pas capable de le faire. C'est le genre d'ami qui va aller le faire juste parce que tu lui as dit, juste pour te prouver que voilà. Et ce sont des gens très émotionnels, effectivement, c'est un centre émotionnel. Donc ça va être des gens dont le désir va être d'être valorisé, admiré. Ils vont avoir très peur de l'échec et ne pas avoir de valeur. Donc ils vont être très ambitieux et très efficace. Oui, très ambitieux et très efficace.
Donc le 4 également va être quelqu'un qui va avoir un centre émotionnel très très ancré. On l'a dit, hein, vous avez compris que c'est peut-être le type le plus émotionnel de l'énéagramme. Donc son désir à lui, c'est de ne pas se confondre avec les autres. Il veut être unique, il veut être authentique, individuel, il veut être particulier, il veut pas être comme vous. Il veut être créatif, voilà. Sa peur, en tout cas, c'est de ne pas avoir sa propre identité ou ne pas avoir une identité tout court. Il veut être, il veut être différent. Il veut sortir des sentiers battus. Il veut être lui, entre guillemets. Et c'est ça qui fait qu'il soit créatif, qu'il soit introspectif, et c'est ça qui fait sa sensibilité. Donc voilà un peu pour les centres émotionnels de l'énéagramme. Et donc, l'énéagramme a également des centres mentaux, qui vont être le 5, le 6 et le 7. D'accord. Les centres mentaux donc, vont être basés donc, sur la sécurité et l'analyse. Donc, ils vont être le type 5, le type 6 et le type 7. Le type 5, donc l'observateur, qui est mon type à moi, qui va être le désir, ça va être d'être compétent, d'être capable de pouvoir faire quelque chose. Leur peur, ça va être d'être inutile, d'être envahissant. Ils vont vouloir, c'est-à-dire qu'avec le type comme le type 5, c'est pas le genre à être frustré qu'on lui dise par exemple de ne pas être capable de faire un 100 mètres ou je sais pas. Mais ça va être le genre à être frustré qu'on puisse lui dire de ne pas résoudre une équation, de ne pas résoudre un problème. Oui, parce qu'ils sont très cérébrales. Ils sont très analytiques, très perspicaces. Ils veulent aller au bout des choses. Et toujours dans les centres mentaux, il y a donc également le 6. Oui, le 6 est très loyal, mais c'est surtout parce qu'il s'est lié à un centre mental. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est qu'en fait, il a un désir de sécurité et de soutien. Il a envie de savoir que les gens sont là. Il a envie de savoir que ses amis sont là. Il a envie de savoir que ses amis, lui, sont loyaux. Et sa peur, c'est d'être donc sans aide, entre guillemets, être seul ou être abandonné. Mais derrière, ça va être des gens qui sont très fiables parce qu'ils vont avoir un sens très aigu de l'engagement, surtout quand ils se retrouvent en couple. Ce type-là, si tu le trompes, pour lui, c'est la fin du monde. Ils vont être également très prévoyants envers les amis, donc, parce qu'ils ont tendance, entre guillemets, à prendre soin de leurs amis, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc le type 7, ça va être l'épicurien, très, très ancré dans le désir. Aussi, là encore, c'est très mental, c'est cérébral. Ils vont être dans un désir d'être heureux, d'être satisfait. Ils vont avoir la peur du manque. Ils vont avoir tendance à beaucoup travailler, juste pour avoir de l'argent et être, comme on dit, hein, euh, l'argent rend stable la tête. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, tu sais que voilà, tu es dans une sécurité cérébrale subjective, certes, mais tu es dans une quelconque sécurité cérébrale. Donc voilà un peu pour les cartes mentales de l'énéagramme. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver son type de l'énéagramme et de pouvoir faire la parallèle avec donc sa morphologie et pouvoir ensuite, à la fin de ce webinaire, être capable de savoir quel est son type morphologique, quels sont ses profils de l'énéagramme dans les trois centres. C'est-à-dire, on a tous les trois centres instinctif, émotionnel et mental. Maintenant, dans le centre instinctif, est-ce que je suis plus un 8, un 9 ou un 1? Quel est le type qui domine le plus chez moi? Dans le centre émotionnel, quel est le type qui domine le plus chez moi? Est-ce que c'est le 2, le 3 ou le 4? Et dans le centre mental, quel est le type qui domine le plus chez moi? Est-ce que je suis plus observateur? Est-ce que je suis plus loyal? Ou est-ce que je suis plus épicurien? Donc l'idée, c'est que tu puisses apprendre à te définir en fonction de ça, et ça pose déjà une grande base d'analyse de personnalité. Maintenant, avec l'énéagramme, est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse passer rapidement et finir avec le profil Vakov en PNL? Avec l'énéagramme, est-ce qu'on a questions, préoccupations? Énéagramme, questions, préoccupations, tout est clair? Si tout est clair, on peut passer donc du coup au profil Vakov.
Bien, avec le profil VACOV, c'est donc un profil de PNL. La PNL, c'est donc la programmation neurolinguistique. Et ça étudie donc un profil qu'on appelle le modèle VACOV qui décrit 5 canaux sensoriels. Donc VACOV pour la vue, d'accord, euh, le centre auditif, kinesthésique et olfactif et gustatif, d'accord. L'idée, c'est que nous les utilisons tous, mais nous avons tous un ou deux canaux qui dominent sur les autres. Donc, commençons par le canal visuel. Chez les personnes, en tout cas, qui, là encore, c'est très scientifique, avec les questions, peut-être qu'on rentrera un peu plus en profondeur, mais avec les personnes qui vont avoir un canal visuel très développé, d'accord, ça va être des gens qui vont être dans le je vois ce que tu veux dire. Ça va être vraiment des gens comme ça. Ils vont avoir une mémoire dominante, souvent, on va dire, visuelle, d'accord. On va dire visuelle, puisque c'est le canal visuel. Ils vont se souvenir des visages, des lieux, des formes, des images, et ainsi de suite. Ça va être des gens vraiment, on va dire, très, 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 très intelligents dans l'ensemble. Euh, Parce qu'ils vont avoir une grande mémoire. Parce que comme la mémoire est déjà de base visuelle, euh, avoir un canal visuel développé leur procure un certain avantage, entre guillemets. Donc, ils vont également avoir tendance à utiliser un certain type de langage. Comme, des langages comme c'est clair, je vois ce que tu dis, montre-moi, oui, montre-moi, je vois, oui, je vois la perspective, oui, c'est très brillant. C'est-à-dire que ce sont des gens, en fait, qui, dans leur langage même, ont cette notion de vision, de, de visualisation. C'est comme ça c'est comme ça que leur monde interne fonctionne. D'accord. Donc ça va être des gens aussi avec un comportement assez particulier, c'est qu'ils parlent vite. Ils parlent vite principalement à cause de ça, parce qu'ils sont visuels. Donc chez eux, ça défile assez vite dans leur cerveau. Et ils ont besoin de voir pour comprendre. Donc ça va être des gens qui vont comprendre très facilement avec des schémas, des images, des illustrations. Ils vont comprendre très facilement, ils se souvenir très facilement. Ils sont sensibles aux apparences, donc pour les hommes, vont aimer des jolies filles, pour des femmes, vont aimer des jolis hommes, des hommes plutôt beaux, en tout cas ils vont aimer le beau, aimer admirer, on va dire, les tableaux, vont aimer admirer les belles vues, vont aimer, voilà, c'est parce que ils sont stimulés, entre guillemets, par la vue. Donc ils vont également avoir tendance à organiser leurs idées sous forme de schéma. Ça va être plus facile pour eux, donc ils vont le faire pour pouvoir mieux se souvenir. L'idée avec Letif Vakov, c'est de pouvoir comprendre quel est le type PNL qu'on a et pouvoir utiliser ce type dans le processus d'apprentissage de tous les jours. Donc voilà pour le canal visuel. Pour le canal auditif, ça va être des gens qui vont être dans le j'entends bien. Voilà, j'entends bien ce que tu dis, je pense que, voilà, voilà, je comprends bien ce que tu dis, mais je pense que, donc leur mémoire dominante va être donc le lui, d'accord, l'audition. Ils vont se souvenir des noms, ils vont se souvenir des filles, ils vont se souvenir des conversations, ils vont se souvenir des musiques, des chansons, des paroles. C'est le genre de personne à te répéter ce que tu avais dit mot pour mot, comme si c'était hier alors que ça fait des années que tu le lui as dit. Parce qu'il n'a pas oublié. Donc ça va être des gens vraiment très auditifs, avec une mémoire dominante auditive. Ils vont avoir tendance à utiliser un langage comme oui, ce que tu dis, ça me parle, oui, j'écoute, oui, ça sonne juste. Et ils vont, voilà, c'est le genre de personne, quand tu le parles, il est en face de toi, il regarde ailleurs, et tu dis, mais tu me regardes pas. Il dit, oui, mais j'écoute avec mes oreilles, j'entends ce que tu dis, et effectivement, il écoute. Ça va être parfois des gens de personnes à fermer les yeux quand tu lui parles, ou à tendre l'oreille, c'est-à-dire à pencher sa tête, littéralement, et à tendre l'oreille. Ça va être des gens comme ça. Et leur mémoire est justement auditive. Ils sont à l'aise dans les explications. Quand tu expliques, ils vont comprendre mieux quand tu expliques quelque chose plutôt que quand ils le voient. Ça va être, il va avoir parfois du mal à analyser les schémas, contrairement à ceux qui ont des mémoires visuelles. Mais même quand il analyse le schéma, il peut très vite l'oublier. Mais s'il a en face de lui quelqu'un qui l'explique le schéma et qu'il entend l'explication, il va se souvenir. Donc ça va être des gens donc, qui vont avoir un comportement aussi assez particulier, ils vont parler de manière rythmée. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une mémoire plutôt auditive, ça se voit de la manière dont je parle.
Souvent, j'utilise, vous voyez que voilà, c'est la manière dont je parle, c'est assez rythmé. Souvent, j'accélère, souvent, je décélère, et ainsi de suite. Donc, ils vont être aussi sensibles au ton de la voix, ils vont avoir besoin d'explications orales et peuvent être facilement distraits par le bruit. Ça va être des gens qui vont avoir des difficultés à dormir dans des zones où il y a du bruit, des difficultés à se concentrer dans des zones où il y a du bruit, juste parce qu'ils ont comme ça une mémoire auditive. Et ce genre de personnes vont apprendre également mieux en écoutant. L'autre type, donc, ça va être le canal kinesthésique, d'accord? Eux, ils vont avoir la mémoire dominante, donc, on va dire le corps. La kinesthésie, c'est donc le corps, le lien entre le cerveau et les différentes parties du corps. Donc la mémoire dominante va être vraiment une mémoire sensorielle, donc il va être vraiment très émotionnel, il va se souvenir des sensations et des émotions et des ambiances qui sont dans les lieux. Ça va être des gens assez particuliers, souvent même, petit disclaimer, hein, comme ça je le dis en passant, ça va être même des gens avec un certain type de dons sensoriels. Ils vont être capables de sentir des esprits, des histoires comme ça. Juste parce qu'en fait, leur sensibilité kinesthésique est très développée. Ça va être aussi des gens qui vont avoir une très capacité kinesthésique, c'est-à-dire que s'il faut jouer au ballon par exemple, voilà, ça va être vraiment quelqu'un qui va jongler bien ou bien qui va très bien jouer parce que voilà, il a une très bonne capacité kinesthésique. Donc ça va être des gens qui vont dans leur langage utiliser des expressions comme je le sens pas, voilà, c'est assez lourd pour moi, je prends les choses en main et ainsi de suite. Donc ça va être des gens qui parlent assez lentement parce qu'ils ont besoin de sentir ce qu'ils disent, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler pour parler, il faut qu'il sente vraiment ce qu'il est en train de dire, donc il va parler lentement. Difficile de trouver quelqu'un de kinesthésie qui parle vite, non, c'est assez rare, c'est même difficile, mais ça va être souvent hein, des mésomorphes. Donc, ils vont également avoir aussi une besoin de faire pour apprendre, donc c'est le genre de personne qui va apprendre vite des métiers manuels. Aussi, ils ont une sensibilité au confort, à l'atmosphère. Ils vont communiquer par le toucher. Ça va être des gens qui vont être soit très, 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 très câlineux, donc beaucoup de câlins, tout le temps des câlins. Soit ça va être des gens qui, justement, parce que leur sensibilité est trop élevée, vont ne pas vouloir des câlins. C'est-à-dire que ça va être des gens, vraiment, tu le touches. Ah, il aime pas ça. Parce que voilà, sa sensibilité est tellement accrue par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre que la configuration, elle est en escalier. Ce n'est pas que tu es seulement kinesthésique, auditive ou euh, visuel. C'est que personne n'est à 100% visuel, auditif ou kinesthésique. Nous avons tous une hiérarchie des préférences, d'accord, en escalier. Donc, un type vient avant l'autre et un type vient après l'autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir connaître ton ordre de préférence et ensuite d'optimiser ton apprentissage pour que ta communication puisse être beaucoup plus impactante et que tu puisses comprendre l'environnement dans lequel tu es. L'idée, c'est donc de comprendre au final que tu es une mosaïque. Oui, une mosaïque assez belle, d'accord, de beaucoup de types de personnalités, et que parmi ces types, il y a des types qui se démarquent au-dessus des autres. Donc, tu peux être un endomorphe avec une nature conviviale de type 9 par exemple dans l'énéagramme, un chercheur de paix, et avec un canal kinesthésique dominant, c'est possible. Tout comme tu peux avoir une autre combinaison, mais les combinaisons, la combinaison en tout cas quand tu la trouves, définit grandement ton type de personnalité et peut aider déjà objectivement à euh, t'aider même en coaching et peut t'aider également à mieux communiquer puisque tu sais désormais comment est-ce que tu es constitué, comment tu penses et comment tu, tu analyses les choses. D'accord? Donc la connaissance de soi, c'est de comprendre comment ces couches interagissent entre elles. Et maintenant, quels sont les bénéfices à tout ça? Les bénéfices, c'est déjà de comprendre que après ça, tu dois apprendre à accepter qui tu es, à accepter tes fonctionnements profonds. Ensuite, il faudra que tu puisses comprendre que les gens ne sont pas pareils. Donc que tu puisses mieux gérer tes relations, mieux comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Ensuite, ça te permet d'avoir une très bonne orientation.
à faire tes choix de vie, de carrière, et à être aligné avec ta propre nature. Ça te permet également d'avoir une plus bonne gestion de stress, une bonne gestion des conflits, parce que tu identifies tes déclencheurs et tu sais quels sont tes besoins réels. Ça te permet aussi de pouvoir gérer tes addictions, puisque maintenant tu sais quel pourrait être ton style d'addiction et même les profils les déclencheurs qui vont avec. Et surtout, ça te permet d'être libre. Ça te permet de sortir des schémas automatiques pour devenir l'architecte toi-même conscient de ta propre vie. Ce que je viens de faire, c'est te donner les outils que la vie t'a donnés. Ce que je viens de faire, c'est te donner la base de ce que tu es, en ne tenant pas compte des caractères que tu as développés pendant toute ta vie. Je viens de te donner ce que tu es réellement au fond. Et maintenant, sache que ces caractères que tu as acquis sont dynamiques, changent, et c'est toi qui les définis. Tu définis tes valeurs, tu définis tes, 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 tes croyances et tu définis qui tu es. Mais cette base te permettra de définir au mieux ce que tu es. Et ça, c'est ce qui est important. Et maintenant, ce webinaire va être une porte d'entrée, certainement pas une destination finale. L'idée, c'est de te donner la puce à l'oreille. On commence par un déclic. L'idée, c'est que tu puisses t'observer avec beaucoup plus de curiosité à partir de maintenant et que tu puisses déceler ce que j'ai dit aujourd'hui. Le chemin de la connaissance de soi va être un si beau voyage. Tu vas voir que tu vas apprendre à te connaître mieux en observant à partir des bases que je viens de donner et en apprenant à te connaître beaucoup plus. J'en ai fini. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, je suis tout à vous. Je vois des acclamations, merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tu peux aller, vas-y, Pivet. Ok, est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends très bien, Pivet. Ok. Déjà, merci pour la présentation, c'était super, hein. Je pense que j'ai beaucoup appris durant le webinaire. Donc, la question s'orientait plus vers les rapports avec les autres. Ok. En ce qui concerne le fait de se connaître soi-même, effectivement, je suis totalement d'accord, c'est très, très important parce que pour mieux savoir comment matcher avec la personne en face de nous, c'est comme tu as dit, il est important de connaître qui on est et comment on peut appréhender aussi la personnalité de l'autre. Donc, avant même d'aller directement sur la question, déjà contextualiser la question, c'est-à-dire déjà revenir justement sur les types de personnalités, parce qu'on dit souvent qu'avant de pouvoir savoir comment gérer la personne qui est en face de nous, on doit déjà savoir comment nous on est. Souvent, on se met à beaucoup plus accuser le comportement des autres sans prendre conscience de ce que nous on est prêt à tolérer ou ne pas tolérer en fonction de notre personnalité. Du coup, est-ce que souvent il arrive que les gens arrivent à se remettre en question avant de pouvoir taper sur la tête de l'autre? Parce que l'autre, parfois, il est aussi dans sa nature. C'est juste que les personnalités ne marchent pas en termes de relations ou de corrélation, si je peux dire ça. Du coup, pour directement glisser à la question, quelles sont généralement les bases à établir pour pouvoir justement comprendre la personnalité de l'autre et pouvoir mieux l'appréhender? Est-ce que il est important déjà de prendre le temps de savoir qui on est, ensuite de prendre le temps de savoir qui l'autre est aussi et de savoir comment justement matcher ces deux personnalités? Parce que d'après ce que moi je sais, hein, il y a des personnalités qui ont du mal à se supporter. Je pense juste un petit exemple. Il y a des personnalités telles une personne colérique et une personne hypersensible. De l'autre côté, on aura par exemple une personne qui a du mal à gérer ses émotions et de l'autre côté, on a une personne qui n'est pas très tolérante ou impatiente. Du coup, tu vois clairement que ça va créer un gros conflit entre les personnalités. Il y en a une autre qui ne pourra pas comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Peut-être que l'autre sera un peu dans l'exagération alors que l'autre est juste dans sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle s'exprime. Généralement, les hypersensibles aiment beaucoup s'exprimer. Et à côté, si par exemple on a une personne qui est colérique, on sait que les colériques, c'est des personnes qui aiment beaucoup dominer, qui aiment beaucoup être dans le contrôle, qui ne sont pas très patientes ni tolérantes envers les défauts des autres.
Donc, justement, comment agencer ça? Est-ce qu'il est utile de se comprendre soi-même et d'essayer de comprendre l'autre à chaque fois pour pouvoir mieux corréler? Ok, ok, super. Merci pour la question, Pivet. Alors, déjà, j'aimerais rebondir sur deux, trois choses que tu as dit pendant que tu parlais. La première chose, c'est que les, les manifestations de caractère ou bien les manifestations tout court des gens, j'évite de les analyser. D'accord? Pourquoi? Parce que l'analyse de la personnalité est assez complexe. L'analyse de la personnalité est assez complexe. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne qui est colérique, s'il est colérique, je ne sais pas s'il est colérique parce que c'est un trait génétique ou c'est un caractère qu'il a développé. Je ne peux pas savoir si c'est une nature ou un caractère, pour commencer de base. Est-ce qu'il est colérique? Parce qu'il peut être colérique parce que c'est un trait génétique, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il est, d'accord? C'est sa génétique. Il peut être colérique tout simplement parce que, en soi, c'est quelqu'un d'assez sensible et son parcours et ses expériences qu'il a vécues lui ont poussé à adopter la colère comme mécanisme de défense. Donc je ne sais pas, la colère que je vois devant moi, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est sa nature ou est-ce que c'est son caractère? Donc je ne peux pas en fait statuer sur ça. Est-ce que tu comprends, Pivet? Donc du coup, non. La colère n'est pas en soi un type de personnalité. La colère est une manifestation euh, soit d'une nature, soit d'un caractère. Du coup, là, quand je dis la colère, c'est juste un exemple, hein, c'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est éviter à tout prix de prendre une manifestation quelconque d'un individu comme un type de personnalité. Il ne faut pas le mettre dans une boîte, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, l'objectif du webinaire, c'est parce que la question c'était de savoir quelle est la priorité, moi ou l'autre, dans l'analyse de la personnalité. Je dirais moi. Pourquoi? Parce que je suis la première personne à... C'est-à-dire que je suis la personne la plus importante pour moi. Il faut que j'apprenne à me connaître d'abord, avant d'essayer de cerner l'autre. Il faut que je comprenne comment moi je fonctionne. Maintenant, qu'on se comprenne. L'idée qui consiste à dire ah, je ne me connais pas, donc je ne peux pas connaître l'autre, c'est faux. Je peux connaître l'autre et ne pas me connaître, c'est possible. Je peux très bien cerner l'autre et ne pas me cerner, c'est possible. Donc, s'il faut mettre une hiérarchie, je dirais, apprenons d'abord à nous connaître. Point barre. On apprend d'abord à se connaître. Maintenant, derrière, on travaille avec des gens, on socialise avec des gens, on est en famille, on a des amis, on a des collègues. On ne peut pas ne pas analyser les autres. C'est pas possible. On est obligé de les analyser pour pouvoir mieux communiquer avec eux. C'est pourquoi, dans c'est dans la description que j'ai présentée, j'ai parlé dans le webinaire d'abord du type morphologique. Pourquoi? Pourquoi j'en parle en fait? Parce que dans l'analyse de personnalité, bien que ce soit une science assez complexe, au moins on peut avoir une base, peut-être très 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 infime, certes, mais une base dès que tu vois la personne, même si tu ne la connais pas, quand elle est en face de toi, seulement avec les types morphologiques, tu peux déjà déterminer au moins la base de la personne qui est en face de toi. Et donc, à partir de là, tu peux savoir comment manager en négociation, en gestion de conflit, ou ainsi de suite. Maintenant, si je connais un minimum la personne, ou je discute avec la personne, la deuxième échelle, c'est-à-dire que j'ai en face de moi un inconnu, l'idée c'est que je détermine déjà son type morphologique, j'ai une fenêtre, j'ai un tiroir qui s'ouvre de potentialité de sa personne. Et ensuite, maintenant, après, je monte avec les méthodes Vakov que j'ai données. Je vais discuter avec lui. Et dans la discussion, je saurai quel est chez lui le type de mémoire dominant. Normalement, avec un peu d'entraînement, ça devait être facile à n'importe qui de pouvoir déterminer ça. Tu remarqueras forcément que la personne qui est en face de moi, là, c'est plus une personne
de tonalité visuelle qu'auditive, de tonalité kinesthésique, que voilà, tu le remarqueras en fait. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher je ne sais pas si vous voyez. Et donc, à partir de là, ma fenêtre devient beaucoup plus enrichie. Que je sois en négociation, que je sois en discussion d'affaires, que je sois tout simplement dans un cadre de gestion de conflit ou dans un cadre de gestion émotionnelle ou en coaching, je peux savoir à quel type de personnalité j'ai affaire potentiellement. Et maintenant, à partir du moment où j'ai déterminé sa morphologie, son VACOV, je peux maintenant grimper à essayer de déterminer quel est son centre dans l'énéagramme. Est-ce que c'est son centre émotionnel, c'est quoi? Son centre instinctif, c'est quoi? Son centre mental, c'est quoi? Une fois que j'ai déterminé ça, je pense qu'à partir de là, j'ai déjà une bonne base pour pouvoir discuter avec la personne. En tout cas, là, à ce stade, je peux faire un sans faute. Mais ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Et l'analyse de l'autre, c'est comme ça qu'il se passe. Mais croyez-moi, d'expérience, pour mieux analyser les gens, il faut s'analyser soi-même. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que vous allez apprendre à analyser les gens et taper juste tout de suite. Non. C'est au fur et à mesure. Moi, la raison pour laquelle c'est devenu assez fluide chez moi, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à un niveau où quand je vois quelqu'un, ça me prend littéralement 30 secondes pour savoir à peu près à qui j'ai affaire. Mais c'est parce que je le fais tout le temps que voilà, c'est devenu assez automatique, on va dire. Mais parfois, ça me prend beaucoup plus de temps, par exemple, parce que c'est pas une science exacte. C'est complexe, ça demande beaucoup de choses, et ça demande surtout de comprendre que chacun est particulier et ne ressemble qu'à lui-même. Donc, si je devais apporter un élément de réponse, c'est ce que je dirais. Je sais pas si tu as été satisfait par la réponse, Pivet. Non, la réponse était très claire, hein, parce que moi, ce que j'avais surtout besoin de comprendre dans la question, c'était la hiérarchie. Est-ce qu'on commence par nous-mêmes avant l'autre ou l'autre avant nous? Donc, je pense qu'en termes de hiérarchie, tu as répondu parfaitement à la question et j'ai tout compris. Du coup, peut-être que quelqu'un d'autre avait une question, parce que moi j'en ai une deuxième. Je vais laisser la possibilité à quelqu'un d'autre de poser une question. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ça fait longtemps que j'ai fait des webinaires, mais ça n'a pas beaucoup changé, hein. Les gens sont toujours timides lors des webinaires. Ils bloquent leur micro. Ils bloquent leur micro. Ah, je vois des gens qui rient. Vous faites des réactions. Ils bloquent leur micro et personne ne parle. Ils sont là, ils écoutent. D'autres enregistrent. Il n'y a pas de questions. Personne n'a une question? Moi, je n'ai pas de questions, je vous écoute juste. Ok. Bah du coup, Pivet, tu peux poser ta deuxième question, comme ça on pourra passer. Ok, je rebondis. En fait, la question suivait juste la première. Voilà. Parce que tout à l'heure, si j'ai posé la question, c'était surtout dans les différences qui se posent souvent dans les personnalités. Parce que personnellement, c'est quelque chose, c'est une expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ici, tout à l'heure, c'est vrai que je vais beaucoup revenir sur les termes comme colérique, hypersensible et autres, qui ne sont pas forcément éloignés du contexte dans lequel on se trouve, mais qui se raccordent totalement parce que tout à l'heure, on a vu plusieurs choses qui touchaient à ces aspects-là. Et donc, juste pour contextualiser la chose, c'est-à-dire que il m'est arrivé, en tout cas, d'avoir affaire à une personne qui était très, très émotionnelle. Du coup, le problème, c'est qu'on était souvent, à chaque fois, en contradiction. C'était un peu comme des conflits de personnalité. Donc, ce qui se passait, c'était quoi? C'est que généralement, quand la personne vient, par exemple, pour poser un problème, c'est une amie, hein, quand elle vient poser un problème, et moi, de nature, je me connais assez quand même, je dirais pas totalement, je me connais assez quand même, de nature assez pragmatique, c'est-à-dire que je ne dramatise jamais rien, je prends tout avec sang-froid et je n'agis pas tout le temps sur les émotions. Donc, quand la personne venait à chaque fois, c'était pour me dire par exemple un truc qui la tracasse ou comment, et moi, j'étais toujours en mode décontracté, je prenais la chose, et puis je prenais le temps de trouver des solutions. Donc, pour l'instant, je pense que là, tout est clair et ça ne posait pas de problème. Maintenant, il y a des moments où, par exemple, elle venait me raconter un truc et elle voyait que j'étais toujours totalement décontracté. Je ne réagissais pas. Et après, il y avait des reproches qui revenaient tout le temps sur du genre, pourquoi tu réagis comme ça? Donc, je te parle et tu réagis même pas. Tu dis juste oui, d'accord, j'ai compris. Donc, tu te fous de. Donc, il y avait un peu des trucs comme ça qui commençaient à venir. Du coup, à chaque fois, je commençais à remarquer que soit c'est moi qui réagis mal, soit elle attend une réaction de ma part.
Donc, c'est comme tout à l'heure, tu as dit durant la présentation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand par exemple, elles ont une certaine nature, elles s'attendent à ce que tout le monde ait le même type de nature qu'eux, ou encore ait les mêmes réactions émotionnelles qu'eux. Alors qu'elles ne comprennent pas que les autres aussi sont différents. Par exemple, si je vais me poser un problème, je ne réagis pas totalement de manière émotionnelle. Je réagis parfois, je ne réagis pas, du coup, parfois je reste calme. Parce que tout le monde n'a pas la même réaction. Il y en a qui réagissent avec les émotions, il y en a qui réagissent avec la raison. Je suis une personne qui me dit un truc, j'analyse d'abord, je réfléchis. Pendant que tu es en train de parler, je suis déjà en train de trouver la solution. Donc le temps que tu perds à te plaindre, moi je suis une personne, je trouve déjà la solution. Et la personne en face ne comprend pas. Du coup, la question aussi, c'est comment appréhender l'autre personne, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Honnêtement. Ok. Mais tu sais que ça va dans les deux sens, du coup. Tu ne la Lesquels? comprends pas, elle ne te comprend pas, c'est réciproque. Donc, en termes de gestion de conflit, on l'avait dit, je pense, la dernière fois que j'animais un atelier sur la gestion de conflit, je disais que la base dans la gestion de conflit, c'est la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre nécessite vraiment, vraiment beaucoup d'entraînement parce que surtout quand on est très différent, c'est pas forcément évident. Maintenant, l'idée c'est de comprendre que la personne en face de moi, si c'est une personne émotionnelle, va avoir besoin qu'on puisse traiter le sujet sous forme émotionnelle. Est-ce que tu comprends? C'est Maintenant, là où la guerre commence. ce genre de personne, si je la reçois et qu'elle vient me dire par exemple, ah Dédi, j'ai tel problème, tel problème, tel problème, en général, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ne la coupe pas, écoute. Écoute, tout simplement. En général, les gens émotionnels ne se livrent pas parce qu'ils cherchent une solution. Ils se livrent juste parce qu'ils veulent, entre guillemets, couler l'émotion. C'est-à-dire que elle a envie de se livrer, elle a envie de parler, la personne a envie de se confier. Donc, écouter, ça va être en soi une thérapie pour elle, mais écouter tout en l'accompagnant dans ce qu'elle dit. Ah, tu sais, la dernière fois j'étais avec cette personne, elle m'a dit ceci. Ah bon? Elle t'a dit ça? Oui, elle m'a dit ça. Ensuite, je sais pas, moi je lui ai dit ceci, elle n'a pas compris. Ah bon? Est-ce que tu vois? Accompagne-la dans ce qu'elle dit. Et à la fin, quand tu verras qu'à la fin, sans même que tu donnes une solution, parfois, ça arrive, parfois il y a des fois où elle part. Elle n'a pas eu de solution, vous n'avez pas eu une solution, elle est partie. Tu comprendras qu'elle n'est pas venue pour ça. Mais maintenant, à la fin, si elle te demande, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donne-lui ton avis, mais veille à parler son langage. J'ai toujours donné une analogie, j'ai toujours dit, si je viens en France, je parlais français. Mais si je viens en Amérique, les gars, il est fort probabilité que je puisse parler anglais. De la même manière, si je vais au Cap-Vert, je parlais créole. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi un émotionnel, mais je parle émotionnel. Je veux lui donner mon avis en fonction de ce que je ressens, pas de ce que je pense. Parce que c'est ça le problème. Je ne veux pas lui dire, écoute, objectivement, si on analyse bien la situation, tu as tort parce que... Non. Je vais lui dire, ok, je comprends ce que tu dis, mais essaie de te mettre à la place de un tel. Comment tu penses qu'il l'a ressenti? Est-ce que tu penses qu'il n'a pas été frustré par rapport à ça? Est-ce que tu penses que on ne pourrait pas gérer le problème plutôt dans ce contexte-là? Peut-être que ça nous permettra d'être un peu plus à l'aise et d'être un peu plus détendu et d'être moins stressé si on prend ça de cette manière. C'est comme ça qu'elle, elle va comprendre la chose que j'essaie de lui dire. Je veux pas, non, je veux pas être dans 1 plus 1 égale à 2, A plus A égale à 2A, tout ça. Elle va pas comprendre. Pour elle, je suis détaché et donc elle analyse ça dans son système de pensée comme ça ne l'intéresse pas. Alors que Mhm. parfois ce n'est pas le cas. Mhm. Et la personne en face de moi ne parle pas forcément mon langage. La personne, tu es d'accord, Pivet, cette personne-là ne suit pas des webinaires de MindUp, cette personne ne s'intéresse pas à s'intéresser aux autres types de personnalités. Donc, tu as une certaine hauteur par rapport à elle. Donc, c'est à toi de pouvoir Oui. parler son langage. Et son langage, s'il est émotionnel, tu t'adaptes. Ça demande certes un certain entraînement, une certaine expérience, mais tu verras que
Tout ce que tu as à comprendre, c'est que l'émotionnel est dans le ressenti. Il est dans, il est dans le ressenti, c'est-à-dire qu'il est émotionnel. On est des êtres neuro-émotionnels et lui, il est émotionnel. Lui, il est dans le cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? C'est ça qui l'intéresse. Donc, même avant de lui donner une réponse objective, donne-lui une réponse de ce que tu ressens. Ah, vraiment, je comprends vraiment que tu puisses te sentir mal par rapport à ça. Moi-même, quand tu me dis ça, depuis là, vraiment, je comprends pas. Je suis en train de penser à ça. Bon, voilà ce qu'on peut faire. Ensuite, tu lui donnes ta solution. Mais si tu n'as pas cette manière de présenter la chose, pour l'émotionnel, tout ce que tu dis là, c'est... De la même manière, à l'inverse, pour quelqu'un qui est objectif et vient te demander une solution, si tu te mets à lui dire qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça et tout, pour lui, tu l'agaces. Il attend que tu puisses lui donner une solution. Est-ce que tu comprends? Oui, Parle oui, son là, langage, arrête tout, enlève tout ressenti, dis-lui la solution. Tout simplement. ok, je pense que là, je rejoins totalement ce que tu dis, hein, parce que ce que tu as dit là, je pense que c'est quelque chose, ça m'a rappelé un truc, hein, quand tu parlais là, que j'ai tenté ça une fois. C'est-à-dire que quand tu as commencé à s'énerver et tout, maintenant pour calmer, il fallait maintenant entrer dans les émotions. J'ai commencé à aller dans un discours un peu plus émotionnel, j'ai oublié tout ce qui était raisonnable et logique là. Comme ça, utiliser les mots comme tu vois, Tu si vois. par exemple, je me mettais à ta place. Et bizarrement, on a eu une Non, c'est pas transition. bizarre, La c'est personne est logique. passée de colère à rire. Oui, mais En c'est pas deux bizarre, secondes. c'est logique. Parce que tu parlais son langage, il a compris ce que tu Je te disais. jure. Ça m'a choqué. J'ai dit, ah oui. Et c'est comme ça que ça se présente. Et c'est ça qui est important, de pouvoir comprendre comment ça se présente pour pouvoir justement changer le paradigme de la présentation de ce qu'on dit. C'est vrai que souvent on dit, hein, mais moi je pense sincèrement que le cerveau humain aussi suit une certaine logique. Parce que ça Bien sûr. fonctionne vraiment, hein, je te jure. On est des êtres neuro-émotionnels, donc c'est pas seulement le cerveau, c'est surtout aussi le cœur. Donc on est à 1h35 de webinaire. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'intervention, je vais juste vous demander, après ça, donc je vais mettre je vais essayer de mettre donc la rediffusion sur YouTube, d'accord? Donc je vais juste vous demander de ensuite aller partager pour que la communauté Mind Up Community de YouTube puisse être assez bien référencée. C'était un plaisir de pouvoir partager avec vous. J'espère que ça a été intéressant et constructif pour chacun d'entre vous. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine réunion. Et la séance est levée. Merci. Merci, coach. Passez une excellente soirée. Merci toi aussi. Monsieur, monsieur, Oui, je suis là. excusez-moi, non, je voudrais seulement faire capture d'écran pour le numéro. Ah, ok. Vas-y, tu peux faire la capture d'écran. Vas-y. Non, y a pas de souci. En tout cas, c'est intéressant, vraiment. Donc, on a beaucoup appris. Merci, On merci. vous souhaite beaucoup de choses, bien des choses à vous, vraiment. Merci, merci. Merci. C'est bon, la capture d'écran a été prise? Ah, il est parti, je suppose que c'est bon.